Bonjour tout le monde, bienvenue à cet entretien autour de l'exposition Kaléidoscope présentée au Centre culturel Yvonne L. Bombardier jusqu'au 11 avril prochain. Pour discuter avec nous aujourd'hui en vidéoconférence, on a donc Caroline Ayer. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et dans quel coin du monde vous retrouvez-vous? Je suis dans le magnifique quartier de Honcic, dans mon beau sous-sol italien. On a aussi avec nous Marie-Josée Laframboise. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Sylvain, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous êtes dans quel coin, vous? Moi, je suis dans Tétroville, c'est dans l'est de Montréal. Montréal aussi. Et on a René Carrier avec nous, qui, elle, par contre, n'est pas à Montréal. Non, un petit peu plus loin, moi. Bonjour, ça va très bien. Moi, je suis en Abitibi. En Abitibi, carrément. Alors, merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation pour discuter avec nous de cette exposition Kaléidoscope, qui est une exposition que je dirais immersive, où nous sommes étreints, je dirais, par la couleur, les émotions, le mouvement aussi. C'est une exposition qui si j'ose dire, titille les sens, de mon point de vue. Une exposition qui nous convie à ouvrir notre imaginaire le plus large possible, à dépasser les cadres conventionnels. Et justement, Caroline, comme je viens de parler d'étreinte, j'aimerais ça débuter avec toi, puisque ce que vous nous présentez s'intitule Abrazo, qui veut dire étreinte, justement. Donc, vous nous présentez une exposition qui a été créée en duo avec des Kim, qui malheureusement ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Caroline, vous êtes une artiste photographe de terrain, je pense que je peux utiliser cette expression-là, questionnant beaucoup le corps social, dans la veine un peu du documentaire humaniste, qu'on pourrait dire, des portraits contemporains, vous êtes une artiste multimédia et vous vous intéressez particulièrement aux émotions, à ceux et celles qui les vivent, donc nécessairement, et aux divers lieux et formes de socialisation. Vous êtes aussi chargé de cours. Mais ce que vous nous présentez donc avec des Kim, qui elle est une artiste multidisciplinaire, ex-danseuse de tango, c'est un voyage justement dans l'univers du tango. Exactement, merci. Bien, en fait, ce projet-là a débuté en 2016 lorsqu'avec ma collègue et amie Kim, on a eu la résidence d'artiste du Calque à Buenos Aires en Argentine. Et en fait, Kim étant, moi, ayant travaillé beaucoup sur la danse sociale par le biais de la photographie et de la vidéo, Kim étant un artiste multidisciplinaire, comme vous disiez, qui dansait le tango, on a vraiment eu envie de faire un projet ensemble. Puis on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, bien que nos pratiques sont assez différentes. Et c'est lorsque Kim me dit, ben moi, je danse le tango, toi, tu travailles sur la danse. J'ai dit, mais pourquoi qu'on partirait pas en Argentine? C'était l'autre époque. Oui, on pouvait se promener. On pouvait se promener. Et donc, on a fait la proposition sur le tango à la résidence d'artistes du Calque et on a été sélectionnés avec joie. Donc, on a pu se sortir chacune de nos projets personnels et se retrouver en projet en duo pendant 2 mois en Argentine. Et parce ensuite, que c'est ça, cette exposition-là, vous nous promenez de l'Argentine, Buenos Aires, à Montréal. Dans le fond, vous nous dites, c'est des milongas, ces salles de spectacle ou lieux où on danse, ou différents lieux où on danse le tango. Donc, vous avez fait des images, vous avez étudié les comportements entre les danseurs, les réactions, les codes sociaux qu'il y a entre chacun, c'est ça? L'idée, c'était de vraiment sortir du tango spectacle. Donc, d'être là en image documentaire, Kim dansant, pouvant s'introduire auprès des gens, expliquer ce qu'on faisait, parce que ne rentre pas qui veut dans une milonga, parce que les milongueros, ils sont très privés, c'est très intime. Donc, pouvoir braquer sa caméra sur des gens qui sont en train de danser dans une étreinte et dans une émotion forte, mais ça prend un certain doigté puis une acceptation. Donc, moi, je disais toujours d'abord Kim danse. Et vous puis avez dit après, milongueros, je vais vous couper 30 secondes parce que vous avez dit milongueros, et ça, ce sont les gens qui dansent. Les danseurs, juste parce tout à qu'on fait. ne connaît pas Les tous danseurs. le tango. Oui, oui, les danseurs. Donc, moi, je disais toujours à la blague que je m'occupais de surveiller sa sacoche pendant que Kim dansait. Puis après ça, ben, on faisait les photos ensemble. Moi, je partais en prise de vue. Elle a continué à danser avec les gens.
Et après ça, on offrait des photos par le virtuel, évidemment, en reprenant les courriels et en envoyant des photos. Puis les gens, à la fin, se demandaient comment ça se fait qu'on n'était pas là. Donc, plutôt de se dire, ah, ils sont encore là, elles. Et puis, ben, apprendre la langue d'espagnol. Et puis, par la suite, avec les images qu'on a faites, ben là, on a pu continuer le projet à Montréal parce que Montréal est une grande ville de tango comme Berlin, Tokyo, Buenos Aires et quelques autres endroits dans le monde où c'est reconnu qu'on a de très bons danseurs de tango et de très beaux lieux pour aller danser le tango. Presque à chaque soir de semaine, il y a des milongas, comme vous disiez, à différents endroits dans les quartiers de Montréal. Et il y a des endroits même à Sherbrooke, à Il y en a à Magog, Québec. à Québec, où on danse le tango aussi. Donc, c'est très prisé au Québec. Et dans cette exposition-là, donc, vous nous présentez, il y a plusieurs, je dirais que c'est une grande installation parce que chaque espace résonne l'un avec l'autre. Vous nous présentez d'abord une série de photographies dans des cadres anciens, un peu rococo. Ce sont justement des milongueros qui dansent, qu'on voit soit argentins ou montréalais. Vous avez aussi des projections d'une centaine de photographies qui sont dans ce cadre-là. Vous nous présentez aussi sur deux écrans, des projections d'un couple dansant le tango dans la neige, l'hiver, et d'autres danseurs argentins. Et vous nous présentez aussi une installation, des projections où on se retrouve, mais vraiment au milieu de la danse. Donc, tout cet aspect d'immersion, c'était vraiment hyper important dans cette démarche-là. L'idée, encore une fois, c'est de rentrer dans l'intimité du monde du tango, en dehors du tango spectacle, et donner un peu l'esprit de nous qui ne dansons pas le tango, parce que moi, je ne suis pas une danseuse de tango. Alors là, je danse comme un pied. Donc, je dis toujours, non, non, je danse avec ma caméra. Ça va quand on me demandait à danser gentiment, j'essayais de trouver une façon pas leur dire que j'étais nulle. Et donc, l'idée, c'est que surtout pour l'installation immersive qui est sur 3 projecteurs, 3 murs, on a vraiment l'impression de rentrer et de danser avec les gens parce que c'est de la vidéo en mouvement. Et c'était ça qu'on avait envie de faire vivre au public, de ceux qui connaissent moins ce milieu-là, ou même ceux qui le connaissent bien, par les moments qu'on vit en ce moment, ben de voir de l'étreinte, des gens ensemble, des gens qui dansent, ben je pense que ça fait du bien aussi. Mais ça me permet de relancer directement avec Marie-Josée Laframboise, parce que Marie-Josée, vous nous proposez, vous aussi, une immersion. On ne peut pas ne pas réagir face à l'œuvre que vous nous présentez, une des œuvres que vous nous présentez, qui est Inflexion numéro 4. Avant, c'est peut-être important de dire aux gens que ce soit par vos sculptures, installations, vos dessins ou encore vos photographies, vous explorez toujours le concept des réseaux. Qui peuvent varier, qui se remettent ensemble. Vous attirez notre regard sur l'univers relationnel, dans le fond, entre les objets, entre les gens, tout ce qui tisse un peu notre monde. Alors, on rejoint vraiment ce que vient de nous parler un petit peu Caroline. Et une des œuvres, donc, que je disais tantôt, vous présentez Inflexion numéro 4. Alors ça, c'est vraiment un assemblage, si j'ose dire, de hula hoop. Est-ce que je peux utiliser ce terme-là? Ce sont des grands cerceaux qui sont taillés et que vous avez réassemblés ensemble. Et le titre de l'expo, en plus, fait référence, lui, aux inflexions des courbes de Bézier. Donc là, on se promène d'une théorie assez complexe de mathématiques alors, j'aimerais ça vous entendre un petit peu sur cette œuvre-là. Oh, ça fait beaucoup de belles choses que j'ai entendues. En fait, ben c'est ça, c'est cette idée de présenter comme un peu, de faire voir autrement des espaces, donc d'envahir des espaces, de trouver une réponse aux espaces qui sont disponibles. Donc, Inflexion 4, comme ça le dit, c'est vraiment comme un 4e volet parce que c'est un nouvel espace. Donc, c'est une réalisation qui est faite évidemment sur place à partir effectivement de segments de cerceaux. C'est vraiment l'idée en même temps de travailler, de dessiner dans l'espace avec autant différents types de matériaux. Et en fait, j'avais pas de plan. Quand j'arrive, ça devient, au lieu que ce soit une grande feuille blanche,
ça devient, je dirais, un cube blanc dans lequel, dans le fond, ben, je pars avec vraiment, on a fait des ancrages. J'ai eu quand même, évidemment, de l'assistance pour faire des ancrages au plafond. Et puis, à un moment donné, ben, ça part. Et je pense pas aux gens qui vont déambuler à l'intérieur, aux spectateurs, aux visiteurs. J'y vais vraiment, c'est comme si je tenais le crayon. Et c'est un côté, mon Dieu, qui est aléatoire, mais c'est dans la spontanéité. Je pense qu'il y a un aspect, je ne suis pas dans la performance, mais de performance de réaliser ça. Et j'avoue que j'avais fait un projet donc antérieur qui était le Inflexion 2 et dans le fond, je récupère le matériel et j'ai presque tout mis. J'avais un espace assez immense il y a quelques années et puis quand j'ai fait pour revisiter avec Inflexion 4, j'ai presque tout mis ce que j'avais déjà utilisé. Donc, à un moment donné, ça devient des coups de crayon, comme des hachures, mais beaucoup dans les coups. Puis effectivement, il y a des gens voyant les projets antérieurs. J'ai travaillé avec différents types de matières, de matériaux. On fait le lien entre les points d'inflexion et de rebroussement qu'on retrouve dans l'axe des X et des Y, ou encore avec justement les segments de cerceau, l'idée de la courbe de Bézier. Donc, c'est pas que j'y pense avant, c'est que ça s'est rencontré. Bon, j'ai quand même l'image aussi en secondaire 1 du livre de mathématiques avec les ensembles qui se mettent. Donc, puis suite à ça, bien, il y a un travail en 2D qui a accompagné, qui est la combinaison aléatoire. Et là, dans un travail qui est très, très récent, c'est le projet Le Gymnase dont j'ai présenté un projet en septembre à Occurrence. Là, j'ai présenté, dans le fond, j'avais présenté le dessin 1 de Le Gymnase et là, c'est le dessin 4, Le Gymnase, parce que je trouve qu'il y a un lien à faire avec ce qui est Alors, on va actuellement. prendre, je vais vous couper 30 secondes pour quand même expliquer aux gens, parce que là, on est Oui, parti. Vous avez donc, en effet, cette œuvre dans laquelle on peut déambuler. Après, vous avez une série de tableaux qui sont, que vous avez baptisés combinaisons aléatoires. Donc, c'est des photographies des cerceaux combinés. en fait, si vous me permettez, Sylvain, c'est tout simplement des segments de cerceau que j'ai numérisés, puis on a combiné ça à partir lors d'une résidence à Sagami, à Alma. Donc, et puis il y en a toujours, donc c'est la première fois qu'ils étaient présentés ensemble, Inflexion 4 avec 4 combinaisons aléatoires. D'accord. Et pour le gymnase, donc dessin 4, il faut expliquer aux gens que c'est réalisé sur des grands acétates, je peux utiliser ce terme-là, sur des Oui. acétates avec des feutres à l'eau, donc c'est des bandes très larges de couleurs, c'est très coloré. Et ça, c'est le résultat d'un travail que vous avez fait nous faire voir un peu tous les déplacements, la gestuelle qu'on peut avoir dans un gymnase, un lieu qu'on connaît tous, parce que petit, on a tous été au gymnase nécessairement. C'est comme ça que vous avez travaillé à partir d'un vrai gymnase? Tout à fait. En fait, je vais vous avouer, je me suis amusée vraiment. Je ne suis pas une sportive, mais j'ai dit, mon Dieu, que je me suis amusée. En fait, c'est effectivement ces acétates-là qui sont des grandes bandes de polyester. J'en ai mis plusieurs. J'en avais une qui était 20 pieds en combinant plusieurs. Et là, je me suis amusée à chercher un peu comme les inflexions 4 à dessiner. Mais là, je captais des bandes qui m'intéressaient, que je retraçais et j'avais une composition qui se faisait et je complétais à la maison. Donc, il y a Donc, même vous êtes parti eu des, si j'ai bien compris, vous êtes parti des sols des gymnases carrément. tout à fait, du sol comme tel. Alors, le dessin, bon, si on prend les dessins, ils ont l'air grands, mais ils sont minuscules, minuscules. Puis pour le dessin 1, en l'occurrence, on a même rajouté la réalité augmentée pour ce projet-là. Et en échangeant avec André et Karine du centre, j'ai apporté l'idée aussi d'intégrer ce dessin-là le gymnase dessin 4. Donc, parce que pour moi, c'était comme toujours une suite. Et puis oui, je me suis énormément amusée. Dans le fond, on est vraiment un peu comme ce que Caroline a pu nous dire tout à l'heure, qui nous montre les traces de cette danse-là. Vous, c'est presque comme si vous aviez suivi les pieds Ouais. des danseurs. Vous nous amenez beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Et naturellement, la couleur va me faire rebondir avec René Carrier, puisque c'est la passionnée
de la couleur. Je pourrais même dire qu'elle officienne la phrase d'Eugène Delacroix qui nous dit « La couleur n'a aucun sens pour l'intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité. » Je pense que là, juste ça, ça résume votre approche, votre démarche. Vous avez déjà été dans le figuratif, mais maintenant, vous êtes dans l'abstraction, dans l'épuré. On ne Oh peut, oui, total. Oui, oui, on est oui. dans le monochrome même, mais vous associez, je ne sais pas si je dois dire des tableaux, des sculptures, des installations, et vous mélangez des expressions populaires avec vos tableaux, par exemple, je ne sais pas moi, c'est noir de monde, avoir du bleu à l'âme, un son vert, noir comme dans la gueule du loup, voir rouge, rire jaune, et on a des œuvres hyper contemporaines, hyper abstraites à côté. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette association-là? Mon désir de travailler la couleur, ça, je l'ai, je pense, depuis toujours. Je pense que notre identité artistique, on l'a construit avec nos souvenirs. Moi, je suis née en 62, je suis née, la télé est arrivée en 67, la couleur dans la télé est arrivée en 67. J'étais à l'époque du pop art, c'était les couleurs, les orangés vifs, les roses nanan, et moi, j'avais mes petits crayons de cire à 4-5 ans et je me disais, mais comment moi je peux faire pour avoir un orangé aussi vif, un rose aussi éclatant? Et je pense que ce questionnement-là m'a suivi tout le temps. Alors, comment on arrive à la couleur? Je me disais, oui, là, je veux présenter, je veux aller ailleurs. Quand est venu le temps d'interroger ma démarche de façon plus professionnelle, à partir de cours à l'université, tout ça, j'ai dit, oui, moi, ce que j'aime, ce qui me passionne, c'est certain, c'est la couleur. Mais, euh, OK, c'est un long processus, une longue réflexion qu'on entame seul dans notre atelier, mais il faut penser qu'on le partage avec le public. Et là, je me disais, mon doux, comment les gens vont recevoir ça? Là? Moi, OK, c'est beau la couleur, moi je sais, là, le rouge, ça me passionne, l'orange aussi. Mais je me disais, j'ai amené le récit. euh, le récit, finalement, permet à la couleur de devenir plus figurative parce que c'est du monochrome. Il n'y a rien à voir. En tout cas, il faut comprendre. Et le monochrome, lui, la couleur seule, elle, va permettre à la citation, à l'expression, de prendre forme dans l'espace. Parce que c'est un peu ça, quand j'ai les deux petits tableaux rire jaune, c'est un diptyque, mais c'est seulement deux petits tableaux de un pied par un pied. Et j'en ai placé un. Je me rends compte que la mise en espace est très importante pour permettre aux gens, finalement, de comprendre la couleur. Parce que l'idée, c'était pas seulement de, de présenter des couleurs, de jouer avec la couleur, c'était aussi d'interpeller la sensibilité de la personne qui regarde pour initier une réflexion sur le pouvoir évocateur de la couleur. Parce que moi, je pense que la couleur évoque tellement de choses et on n'en est peut-être pas conscient. Alors, c'est un peu ça le but de l'exposition et je vous dirais que comme Marie-Josée, comme Caroline, mon dos, je me suis amusée, ça a été une partie de plaisir, ça a été 2 ans de plaisir, à jouer dans la couleur, aller au bout de la couleur, essayer euh, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les pastilles, je pense que c'était pas encore monté, que Marie-Josée me disait, mais j'ai orange vitaminé, j'ai à peu près 400 pastilles de bois que j'ai peint, j'ai passé l'été là-dedans à essayer d'avoir des orangés tellement vifs que c'est ce que je voulais. Je voulais que l'énergie, que les gens ressentent l'énergie. Alors, c'était un peu ça, là. Justement, ça, c'est un point, je trouve, qui est commun entre vous trois, si vous me permettez, parce que nécessairement, comme spectateur, j'aborde cette exposition-là dans sa globalité, je la reçois dans sa totalité. Dans le fond, chacune, bien que ce soit 3 expos différentes, il y a des ponts qui sont là. C'est cette volonté, me semble-t-il, de par le choix des thèmes, des sujets, du matériel utilisé,
de faire une référence au public, que le public ait une référence en partant. Il y a quelque chose de référent. La danse sociale, tout le monde a entendu parler de danse sociale. Vous utilisez les expressions populaires ou encore, quand je vois des hula hoop, ben, c'est la même chose. Donc, j'aimerais ça, Caroline, par exemple, là-dessus, sur cet aspect-là, l'importance de créer un référent. Est-ce que tu as ce souci-là ou ça vient tout seul, puis tu ne l'as pas nécessairement au départ? Là? En fait, moi, comme je travaille le documentaire, c'est sûr que ma matière première, ce sont les gens, les événements que les gens créent et les lieux, espaces de socialisation. Donc là, s'il y a personne, ben, il y a d'autres photographes qui font des paysages ou des non-lieux extraordinaires. Moi, s'il n'y a pas de monde, je m'ennuie. Donc, déjà là, se rencontrer, socialiser, donc, et aussi, pour rebondir avec mes 2 collègues, je ne travaille presque exclusivement qu'en couleur. La photographie couleur, pour moi, c'est comme un pinceau de plus, une plasticité de plus et souvent, quand on travaille dans des milieux, intérieurs, sombres, déjà colorés par la lumière ambiante, bien, le grain photographique est augmenté, donc ça devient encore plus, hem, comme une teinte, une peinture, une texture et de rajouter ces cadres-là anciens, donner encore plus un référent, comme vous disiez. Oui. Donc, qu'on se réfère à, une autre époque ou qu'on se réfère à des bazars avec toutes sortes de vieilles choses ou, Un donc, souvenir. un souvenir, un rapport avec le voyage, justement. Et donc c'est ça, c'est vraiment ma collègue d'Ekim qui collectionnait ces cadres-là, puis on a fait un amalgame à se dire: «Ben, voici les photos, voici des cadres, trouvons quelle image va dans quel cadre qui va amener quelle émotion par rapport à certaines panoramiques plus carrées». Donc de jouer aussi avec les formes, les formats. Ça, c'était vraiment intéressant à travailler pour cette exposition-là. Marie-Josée, vous travaillez presque toujours avec un matériel qu'on va reconnaître. Vous l'avez fait avec du papier, vous l'avez fait avec des cordes, là, vous le faites avec les hula hoops. Ça aussi, c'est une volonté d'aller chercher un objet que les gens connaissent déjà. Ben, en fait, mon Dieu, j'ai déjà travaillé aussi avec même des fils de soie qui servent pour faire des mouches à pêche. Puis c'était aussi l'idée d'un dessin, donc cafouillage et petit désordre. Euh, je, 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 je voudrais, Sylvain, juste faire une petite aparté. Je dois dire que dans le travail de René et puis de Caroline et d'Ekim, j'ai comme le mot sensualité qui m'a sorti, puis aussi intimité. Euh, je vais me permettre, Sylvain, excusez-moi, je fais pas ma bonne élève, mais Caroline, j'ai été très touchée parce que ben, avec des Kim, le fait des cadres et tout, ça amène une intimité. Si ça avait été d'autres cadres, on dirait que ça n'aurait pas fonctionné. Puis, j'ai découvert le frère d'un ami qui est décédé et qui, quand je l'ai fait, je suis allée voir André, puis j'ai fait, est-ce que c'est... Elle dit oui, oui, la personne est décédée, mais en même temps, c'est un beau souvenir de cette personne-là. Je connaissais plus son frère, mais ça crée une belle intimité, puis c'était merveilleux. Puis René, Je pense que les œuvres d'art peuvent être référentes rapidement sans qu'on le sache, Ah, sans qu'on le voit. Oui. J'aimerais ça, René, que tu nous parles justement un petit peu de ta façon d'étaler certaines œuvres, par exemple. Tu vas nous présenter un très grand rectangle et tout à coup, pouf, tout se décompose. Est-ce que quand tu changes de salle, quand tu présentes cette œuvre-là ailleurs, tu t'adaptes un peu comme le fait Marie-Josée au lieu présent ou c'est toujours la même présentation? Non, c'est pas toujours la même présentation et c'est ça qui est intéressant de cette exposition-là. Je me plais à dire que c'est un peu une exposition, ben, pas IKEA, mais vous savez, quand on monte un meuble IKEA, c'est ça que quand André me disait, René, est-ce que c'est grave si la, justement, voie rouge, elle était au départ présentée de façon verticale parce que je voulais que les gens aient l'impression que tout tombe finalement parce que c'est une pièce qui est un peu tout croche, là. C'est vraiment voie rouge. Je me dis, c'est comme ça qu'on se sent tout croche, là. Alors, j'ai dit, oui, c'est pas grave, André, tu peux la présenter comme ça parce qu'on l'avait présentée comme ça à, à Shawinigan et c'était parfait. L'idée, finalement, c'est que les gens puissent
se sentir envahi par les œuvres. Parce que j'ai l'impression qu'une œuvre de 2 pouces par 2 pouces, j'aurais pas atteint, moi, là, ce que vraiment, c'est parce que je veux toucher, je veux que les gens se disent, ouais, c'est vrai que la couleur, ça me fait ça, moi aussi, ça me fait cet effet-là. Mais en même temps, on ne peut pas contrôler, là. L'exposition, quand on la présente, je pense qu'on la laisse aller et je pense qu'elle commence à vivre à travers les yeux de celui qui la regarde, finalement. Oui, et Marie-Josée, justement, tantôt, tu as parlé de sensualité. René vient de nous en parler encore, parce que je trouve que dans les tiennes aussi, inévitablement, on est dans l'ordre des sens, puisque, par exemple, si je pénètre dans ton installation, nécessairement, je dois me bouger, je dois être conscient de mon corps, je dois aller. Et ça, est-ce que, quand tu disais tantôt, je ne pense pas au public quand je le fais, sauf que tu sais que le public va devoir se tortiller, avoir des mouvements dans ce que tu fais? Oui, en fait, dans le fond, parce que dès qu'on entre, on n'a pas le choix d'entrer à l'intérieur, même si on a un espace pour ceux qui préfèrent faire le tour. Et je crois que ce que je trouve important, c'est laisser aux visiteurs découvrir, faire leur propre dessin, choisir leur angle et se promener justement à l'intérieur. Donc, de pas, parce que, bon, je me suis souvent retrouvée des fois dans des musées à entrer une place où j'avais pas le droit. Et puis là, tout d'un coup, il n'y a pas de plan défini. Je crois que ce qui est important, c'est qu'aux aux visiteurs, aux spectateurs, de trouver leur angle qu'ils vont apprécier. Ils vont découvrir, ils vont faire un peu leur propre dessin, dans le fond. C'est vraiment fascinant. Parce Oui. que ça me ramène donc à la notion de mouvement, parce que René, le mouvement, bien que tes œuvres, ils sont accrochés sur le mur ou ils sont debout, et parfois c'est une installation, mais inévitablement, ça crée une réaction, je dirais, de mouvement, parce que entre la lecture de ce message qu'on connaît tous, qu'on a vu, on a une réaction physique, on revient devant, on regarde. Ça aussi, il y a cette notion de mouvement, je trouve, qui est attachée à ton mouvement, à ton œuvre, pardon, indirectement. Est-ce que Oui, ça, tu t'en rends compte? Est-ce que c'est un élément auquel tu penses, toi? oui, tout à fait. Je trouvais ça important que les gens puissent circuler autour. Et comme vous disiez, Sylvain, tantôt, c'est sûr que c'est euh, une œuvre, c'est pas, on entre dans la salle et c'est pas 5 minutes qui va faire qu'on va comprendre, qu'on va réussir à ressentir ce qu'on veut finalement. Alors, c'est important, oui, que le spectateur soit capable de reculer, d'avancer et c'est tellement intéressant quand on a des salles qui nous permettent justement cet espace-là, cette liberté-là à la personne qui regarde parce que oui, il faut faut sentir qu'on a l'espace et qu'on peut faire justement le mouvement de oui, pour faire le tour, pour comprendre, pour ressentir finalement. C'est ça, là. Caroline, naturellement, le mouvement fait partie intrinsèque de ton travail, mais c'est pas la première fois. Tu le fais aussi sur les raves. Alors, j'aimerais ça t'entendre sur pourquoi la danse, le mouvement est si important. On a perdu. On a perdu Caroline. On va continuer un petit coup. Excusez-moi, excusez-nous. Un autre élément que je trouve fort important dans votre travail, c'est tout ce travail de lien. Bon, naturellement, chez Marie-Josée Laframboise, c'est comme d'une évidence absolue, tout ce travail sur le lien. Mais autant pour toi, René, le lien entre les mots, entre la couleur, aller chercher entre les émotions et la couleur, tu as cette notion de liaison-là. C'est un élément fondamental pour toi, mais ça l'est aussi pour Marie-Josée. Donc, j'aimerais ça toutes les deux vous entendre brièvement, parce que le temps file à vive allure, sur pourquoi votre recherche artistique s'intéresse particulièrement à cette notion de lien que vous faites. On commence, je ne sais pas, Marie-Josée, avec toi. Ah, ben, je pense que dans ma pensée de tous les jours, j'arrête pas de faire des liens constants. Mon Dieu, comment je dirais ça? C'est comme un trait. Je suis dans l'abstraction aussi d'une certaine façon. C'est peut-être créer un code, un nouveau code. Il y a la matière qui m'intéresse, ça devient une contingente, mais ça devient aussi le lieu aussi avec lequel je dois
composés, donc les deux ensemble. Mais le lien comme tel, je pense que ça vient un peu naturellement. C'est une façon d'envahir vraiment un espace. Le lien en amène un autre, puis ça se multiplie, puis ça structure l'espace. Et je parle du lien en termes de traits, de points. Dans le fond, si on regarde les segments de cerceau, j'ai comme une espèce de raccord. Et ce raccord-là est un peu le point d'ancrage aussi qui va aller comme relier tout ça. Donc, c'est vraiment comme... Je viens beaucoup avec le segment de cerceau parce que j'ai fait une fois une installation avec les cerceaux comme tels, les cercles, référence aux mathématiques, mais c'est vraiment les segments comme tels, la ligne de couleur. Marie-Josée, pas Marie-Josée, pardon, excusez-moi, Renée, justement, cette notion de lien, de point d'ancrage, souvent, toi, soit on va être happé par la couleur en premier, boum, c'est comme le point d'ancrage, je dirais, parce qu'on connaît tous les couleurs, on les vit, donc c'est le premier truc qui nous vient. Après, on bascule sur le texte, on revient, il y a cet aller-retour. C'est le pont, finalement. Je voulais, c'est ça qui est un pont pour la personne qui est devant l'œuvre. Je pense que ça amène... je pense que la personne va aller directement à la couleur et ça va l'aider peut-être à comprendre ce lien, cette expression-là qui fait justement partie de nos vies, qui est et c'est aussi l'expression aussi contient la couleur aussi. Alors, je trouvais que ça amenait le spectateur directement à peut-être ressentir plus vite ce que je voulais comme émotion là, à travers l'œuvre. Malheureusement, on pourrait discuter comme ça à l'infini, mais c'est tout le temps qu'on avait. Alors, je vous invite tout le monde à découvrir cette exposition-là, Kaléidoscope, qui va avoir lieu jusqu'au 11 avril prochain au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Et si vous avez besoin d'informations, les heures d'ouverture et ainsi de suite, rendez-vous sur le site Internet centreculturelbombardier.com. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Sylvain, merci infiniment. Merci.